Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. J'espère que les bruits ne vont pas trop déranger. Il y a quand même un contexte avec des vagues, avec une route qui passe pas si loin. Je pense que c'est quand même mieux qu'un mur gris sans paysage, à l'intérieur d'une chambre. Et j'espère juste que le son sera tout à fait audible. Depuis que mon appareil photo accepte de nouveau d'enregistrer, après une grève d'environ 6 mois. Si vous me suivez, vous avez certainement vu ma vidéo de septembre qui s'intitule « La guerre du pass », etc. où j'annonce le début d'une véritable guerre, non pas une guerre contre le virus évidemment, mais une guerre entre l'oligarchie, le pouvoir, et nous, le peuple. Et si, il y a quelques mois, et encore plus l'année passée, puisque moi j'en parle depuis le début de la crise, on pouvait trouver ça un peu étonnant, voire complotiste, la majorité peut maintenant voir que ce que j'avais annoncé est tout à fait exact. Et dans cette même vidéo, j'ai dit que, bien sûr, ce serait sympathique d'avoir de notre côté un président de la République, plutôt qu'avoir une personne qui fait partie de cette oligarchie qui nous combat. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous recommande de la voir, parce que pour comprendre la situation politique aujourd'hui, c'est vraiment très important. Ceci étant dit, on a donc une échéance électorale qui se rapproche, qui d'un point de vue français peut paraître très importante. Qu'en est-il au point de vue international ? Je dirais c'est mitigé. C'est-à-dire qu'on sait très bien que le président français n'a pas tout le pouvoir, il a moins de pouvoir que certains chefs d'État de pays plus puissants comme en Chine, aux États-Unis, en Russie, etc. Ça reste quand même en poids lourd au niveau européen, et d'ailleurs ça c'est un des enjeux, parce qu'aujourd'hui, le peuple français a encore un petit peu de marge de manœuvre, c'est-à-dire que théoriquement, vous pouvez encore voter pour un président qui choisirait une autre politique, qui choisirait éventuellement de sortir de l'Union européenne, etc. C'est théoriquement possible. Est-ce que c'est encore réellement possible dans la pratique ? Certaines personnes se posent la question. D'ailleurs, si vous regardez certaines interviews, les titres de certains livres qui sont parus en 2021, vous pouvez voir que la démocratie même est remise en cause. Et le problème principal, ce n'est pas qu'on ne puisse plus voter, c'est qu'on vote d'un côté ou d'un autre, on a l'impression que la politique reste la même, donc si ça ne change rien, il n'y a plus de pouvoir, et surtout que ce pouvoir que l'on élit n'est pas un vrai pouvoir, que c'est plutôt un pouvoir de pacotille, et qu'en réalité, la politique dans les grandes lignes est décidée par l'Union européenne à Bruxelles, par le plus gros contributeur financier à l'Union européenne, à savoir l'Allemagne, et donc on dirait à Berlin, et alors évidemment par les États-Unis qui, de près ou de loin, contrôle beaucoup d'aspects de la politique européenne et donc française. Donc, un nouveau président qui aurait les mêmes idées que les vôtres ne pourra pas tout changer en quelques mois, ça je pense que tout le monde l'a bien compris, mais c'est quand même important d'avoir quelqu'un qui va essayer d'améliorer les choses, plutôt qu'une personne comme Macron qui est clairement traître, qui n'aime pas son peuple, qui n'aime pas son pays et qui fait tout pour le détruire. Alors quand je dis ça, je pèse mes mots, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'un pays ? Un pays, c'est quand même un peuple sur un certain territoire, donc qui est délimité par des frontières, et que ce peuple, dans le cas d'un pays démocratique, en tout cas c'est ce qu'on prétend être, peut choisir des représentants. Alors Étienne Chouard vous dirait que choisir des représentants, élire, ce n'est pas voter, ce n'est pas de la démocratie. C'est possible, ça se discute, c'est un débat très intéressant que je ne vais pas faire ici, mais toujours est-il qu'au moins on peut choisir nos représentants, on peut élire nos maîtres. Mais si les maîtres n'ont plus de pouvoir, on n'élit plus rien du tout. Et alors il n'y a même plus de démocratie représentative, il n'y a plus rien du tout. Or, qu'est-ce que fait Macron ? Tout ce qui est pouvoir, qui doit absolument rester politique, qui ne peut pas être privatisé, en réalité, il les transfère à l'Europe ou à l'OTAN. Alors, quand il dit l'OTAN est en mort cérébrale, il faudrait une armée européenne, peut-être, mais c'est quand même toujours le pouvoir à l'Europe. Or, on le sait bien, les commissaires européens ne sont pas élus, c'est eux qui décident pratiquement de tout. Donc c'est la fin de la démocratie pour les Français si le pouvoir est à Bruxelles. Et c'est ce que fait Macron. De plus en plus de compétences sont transférées de Paris vers les institutions européennes. Ça veut dire moins de pouvoir pour les Français. Un État, normalement, doit aussi s'occuper des infrastructures, de la sécurité, de la santé, de l'éducation, etc. Et qu'est-ce que fait Macron ? Il privatise tout. Il n'a pas commencé. Je n'ai pas dit que c'était lui, tout seul. On sait très bien que Sarkozy, Chirac, etc. faisaient la même chose, même Mitterrand. Mais entre les routes, les autoroutes en particulier qui sont privatisées, les lits d'hôpitaux qu'on ferme en faveur de cliniques privées, le système de retraite qui est modifié d'une telle manière qu'il encourage les caisses de retraite privées,
Et concrètement, réfléchissez un petit peu, si tout est privé, c'est-à-dire que tous les services, vous les payez via des systèmes d'abonnement, etc., d'assurance, à des sociétés privées, c'est elles qui décident. Et si tout ce qui devrait rester à l'État file à Bruxelles, à Berlin ou à Washington, ben il ne reste plus de pouvoir à Paris. Et s'il n'y a plus de pouvoir à Paris, il n'y a plus de France. Donc quand on dit que Macron détruit la France, c'est totalement vrai. Et donc, l'enjeu d'élection présidentielle, c'est pas de savoir si on va mettre un sapin de Noël sur la place de Bordeaux. L'enjeu principal, c'est l'avenir politique du pays. Alors, on a vu, sans doute que vous avez vu aussi, le fameux débat entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Et certains analystes ont dit, c'est un populiste qui agite la peur du réchauffement climatique, etc., et prétend qu'il va sauver la planète, Mélenchon, contre un populiste qui agite les peurs du grand remplacement, l'immigration, etc., pour se présenter en sauveur de la France. Donc, on pourrait dire l'enjeu c'est sauver la planète ou sauver la France. Sauf que concrètement, avec un président comme Macron, on ne sauve ni la planète ni la France. Et quelles que soient vos opinions politiques, on va dire ceux qui veulent sauver la planète, la gauche, et ceux qui veulent sauver la France, la droite, ça on peut simplifier, hein, on est bien d'accord. Mais vous voulez au moins qu'on sauve un des deux, et pas qu'on détruise le tout. Ça peut être un choix intéressant entre sauver la France et sauver la planète, sauf que si on ne sauve pas la planète, il n'y aura plus de France non plus. Donc il faut essayer de réfléchir un petit peu. Mais actuellement, avec la politique macronienne, on détruit la planète et la France. Donc je dirais on a la double peine. Donc il faudrait changer absolument. Et c'est là qu'interviennent de façon intéressante les sondages et la presse de façon générale. Une majorité, une très large majorité, veut en finir avec Macron. Dans tous les sondages, on vous dit tout le temps Macron en tête, peut-être, mais même s'il a effectivement les 20-25% qu'on lui donne, même 30% à la limite, ça veut dire qu'il y en a 60, 70%, 80% qui n'en veulent plus. Et pourtant, il pourrait bien être réélu. Et un des problèmes, ce sont les sondages eux-mêmes. Et je m'en rends compte plus que la moyenne pour deux raisons principales. D'abord, pour ceux qui me connaissent, je le rappelle, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, ils ne le savent pas, j'ai quand même passé un petit peu de temps à l'université. C'était pas pour étudier l'ornithologie, qui est pourtant ma spécialité et mon champ d'activité professionnelle, c'était pour étudier les mathématiques et la physique. Et une de mes options principales, c'était les statistiques et probabilités. Et donc tout ce qui était sondage, j'ai beaucoup étudié ça, j'adorais ça et j'adore toujours d'ailleurs. Donc je sais un petit peu de quoi je parle. Et en plus, quand j'ai quitté l'université, qu'il fallait un petit peu d'argent pour arrondir mes fins de mois, quand je commençais mon activité d'ornithologue, puisqu'à l'époque, je faisais une activité qui n'existait même pas dans le pays, j'étais le premier ornithologue professionnel de terrain, donc travailler comme guide, chercheur, etc. Eh bien, il fallait arrondir mes fins de mois, j'ai travaillé dans un bureau d'études, dont la spécialité était les études médicales. On travaillait durant les heures de bureau à appeler des médecins, des laboratoires, etc. Mais le soir, les enquêteurs les plus efficaces avaient le droit de tenter leur chance avec des sondages, notamment politiques, auprès du grand public. Alors je dis ça parce que c'était extrêmement bien payé. C'était 3-4 fois ce qu'on était payé la journée. D'abord parce que c'était le soir, et parce que c'était extrêmement ingrat. Mais pour nous encourager, on avait une prime par répondant. Alors je peux vous dire qu'on les faisait à la mitraillette. Et moi, comme vous savez que j'ai une grande gueule, ça marchait plutôt bien. Et ça m'a vraiment permis de mettre beaucoup de beurre dans les épinards. Je parle de beurre, je n'étais pas végétalien à l'époque. Bon allez, trêve de plaisanterie. Donc j'ai participé à des sondages politiques. Et nous faisions toutes sortes de sondages. Ce n'était pas que politique, ou on va dire politique au sens large, parce qu'on peut mettre beaucoup de choses dans la politique. Ce n'était pas seulement pour quel parti voteriez-vous. On posait aussi d'autres questions. Et je me souviens d'un sondage qu'on avait fait qui concernait le piratage des œuvres musicales sur Internet. On était donc en l'an 2000 ou 2001, et à l'époque, Internet n'était quand même pas aussi omniprésent que maintenant. Et il y avait beaucoup de lois manquantes, notamment par rapport au piratage. Et donc, on demandait simplement aux gens, avez-vous Internet? Mais sinon, c'était fini pour cette partie de la question. Si oui, est-ce que vous écoutez de la musique? Si oui, est-ce que vous les achetez? Est-ce que vous les téléchargez sur des sites gratuits, payants, etc. Est-ce que vous savez si c'est légal, illégal? Enfin bon, on posait toutes ces questions. Et moi, je participais en tant qu'enquêteur. Mais après, il faut analyser toutes les données. Et il y avait un chargé d'études qui, évidemment, s'occupait de tout ça. Et comme c'est une étude très facile, c'était un sujet très facile,
eh bien on l'a donné à un nouveau qui sortait des études, tout fraîchement diplômé, c'était sa première étude. Et donc, nous on lui remet les résultats évidemment qu'on avait obtenus, et lui est chargé de faire un résumé de tout ça et de le renvoyer au commanditaire qui était le ministère de la Culture belge. Et donc il fait son beau rapport, c'est son premier donc il le soigne, vous imaginez. Et quelques jours après il reçoit un coup de fil, masqué, d'un homme qui se présente, sans donner son nom, mais du ministère de la Culture. Et qui lui dit bravo, votre rapport est magnifique, j'ai bien lu les détails, superbe travail, il l'encense. Et puis il dit mais on a un petit problème. Ah, bah oui, parce qu'en fait, on a vu que dans les pays voisins, notamment en Hollande, eh bien, ils ont mis des lois qui punissent les pirates sur Internet. Et on voudrait bien mettre les mêmes lois. Et pour justifier les mêmes lois, il faut montrer qu'il y a également un piratage, qui est un problème. Or, selon votre rapport, les Belges piratent beaucoup moins que les Hollandais. Et le chargé d'études, lui, il dit oui, c'est le cas. Effectivement, j'ai vu les chiffres en Hollande, on pirate moins. Il dit oui, on comprend, mais nous, on voudrait passer notre loi. Alors on vous demande si vous voulez bien changer la présentation du rapport. Il avait beaucoup insisté sur cette phrase, changer la présentation du rapport, pour qu'il apparaisse que les Belges piratent autant. Mais comme il est tout jeune et qu'il sort des études et qu'il est naïf, pour ne pas dire idéaliste, comme beaucoup de jeunes, et comme moi encore qui suis moins jeune, eh bien il a dit bah, je peux pas puisque justement les Belges piratent moins. Ok, dit le monsieur, il n'insiste pas, sauf que 5 minutes après, le patron l'appelle et il lui dit de façon un petit peu moins diplomatique: bon mon vieux, tu les changes ces putains de chiffres ou t'es viré. Voilà. Alors, il avait deux choix. Soit il change les chiffres, soit il s'en va. Bon, il a choisi de s'en aller et de faire un scandale. C'est comme ça qu'on a connu l'histoire. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien parce que cette histoire est vraie, mais c'est peut-être la seule histoire comme ça sur la planète. Mon anecdote ne prouve pas que les sondages sont bidouillés. Absolument pas. Mais ça montre aussi que si des sondages sont bidouillés, vous n'allez pas forcément le savoir. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est prêt à remettre en cause son travail, à démissionner, à se faire virer. Pour être honnête, je pense que je ne vous apprends rien. D'ailleurs, c'est un très bon exemple pour illustrer mes propos dans une vieille vidéo. Et vous allez voir qu'elle est vieille et qu'elle a très peu de vues, c'est normal, à l'époque j'avais quelques centaines d'abonnés, où je parle de la preuve scientifique de mes propos et du complotisme. Et je dis, dans cette vidéo, j'essaie de vous expliquer que justement, est-ce qu'il existe des sondages bidouillés? Bah évidemment, vous savez très bien qu'il n'y a aucun secteur où il n'y a pas de tricherie. Est-ce que tous les sondages sont bidouillés? Ben certainement pas, parce qu'il y a des gens honnêtes dans tous les secteurs aussi. Et dans quelle proportion sont-ils bidouillés et quel effet réel ça peut bien avoir sur le public par rapport à leur vote? Mais c'est quasiment impossible à calculer, d'autant plus que même si on pouvait montrer des erreurs dans les sondages, encore faut-il prouver la mauvaise intention. Il y a des erreurs involontaires et des tricheries tout à fait conscientes. Ce n'est pas encore la même chose. Et aucune étude de chiffres peut démontrer qu'il y a eu effectivement une volonté de bidouiller des chiffres. On ne peut pas prouver scientifiquement, ça ne veut rien dire en fait, qu'il y a eu volonté de bidouiller les chiffres. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça dans une vidéo sur Valérie Pécresse? Quel que soit votre avis sur Valérie Pécresse, vous serez d'accord avec moi que ce n'est pas une personne passionnante. C'est une personne ennuyeuse à mourir. Elle n'a aucun charisme, elle ne dit rien de particulier. Quand vous allumez une chaîne de télévision ou une chaîne YouTube et qu'il y a un débat politique, si vous savez qu'il y a Mélenchon, si vous savez qu'il y a Zemmour, si vous savez qu'il y a Philippot, vous savez qu'il va y avoir de l'ambiance, qu'il va y avoir de la discussion. On peut en chercher d'autres. On peut parler de Sandrine Rousseau, sur laquelle j'ai fait une vidéo. C'était ma première vidéo sur une candidate à la candidature, puisqu'il n'y a pas encore de candidat officiel, puisque les parrainages ne sont pas encore disponibles. Mais on peut la détester, Sandrine Rousseau. On peut estimer que tout ce qu'elle dit est faux. D'ailleurs, dans ma vidéo, je ne lui donne pas beaucoup de points positifs. Mais au moins, on ne s'ennuie pas. Quand elle débat, quand elle est interviewée, elle dit des choses qui marquent, qui font avancer le débat. Est-ce qu'une Valérie Pécresse peut gagner parce qu'elle a des fans qui rêvent de la voir en présidente? Je suis désolé, mais non. Elle n'a aucune chance de cette manière-là. Si elle gagne, c'est tout à fait possible par contre. C'est surtout par rejet des autres. Et ça fait longtemps que les présidents gagnent comme ça. On sait très bien que François Hollande a gagné, surtout grâce aux électeurs qui ont voté pour lui parce qu'ils détestaient Sarkozy. Et Macron, il a gagné parce que les gens ont voulu faire barrage à Marine Le Pen, qui est considérée comme d'extrême droite, ce qui ne veut pas dire grand-chose, j'en parlerai quand je ferai une vidéo sur elle.
Mais c'était faire barrage, on disait pire au fascisme, etc. Ce qui n'a absolument aucun sens, mais c'était en vote de rejet. Les gens ne se sont pas passionnés par dizaines de millions pour Emmanuel Macron. Enfin, Macron a quand même un peu de charisme, je ne dis pas le contraire. Il a quand même rassemblé des foules, il y a quand même des gens qui l'aiment bien. Et Valérie Pécresse, elle n'a même pas le charisme de Macron. Sauf qu'elle va faire exactement la même politique. Donc, si vous aimez bien Macron, je pense qu'il doit vous manquer quelque chose dans le cerveau. Mais bon, c'est votre choix, votre liberté. Moi, je suis pour la liberté. Je suis que pour tous les candidats puissent être candidats. Je ne suis pas pour interdire les gens d'être candidats, pour les interdire de parler, pour brûler des livres. Je suis anti-woke. Mais je suis totalement contre Macron. Et je ne comprendrais pas qu'il soit réélu. Je veux dire, je ne comprendrais pas comment les gens peuvent être assez masochistes pour élire un président qui déteste son peuple, qui déteste son pays, qui est en train de tout détruire. Mais bon, après, c'est la liberté de chacun. Mais si vous avez une voiture, je vais citer une voiture avec laquelle j'ai eu beaucoup de problèmes en voiture de location, c'est la Dacia Duster. J'en ai loué aux îles Canaries, puis chaque fois j'avais des ennuis. Bon, imaginez que j'ai une Dacia Duster rouge, et j'ai des ennuis pendant 5 ans. J'en peux plus de voir cette voiture, je me dis plus jamais. Et le jour où je vais la remplacer, je vais au concessionnaire, et je commande une Dacia Duster bleue. Eh bien c'est ça, voter Valérie Pécresse. Vous changez la carrosserie, mais vous ne changez rien d'autre. Alors comment est-ce que je peux être aussi certain ? Eh bien, il y a plein d'éléments qui convergent pour dire que Valérie Pécresse fera, mot pour mot, la politique que fera Emmanuel Macron s'il est réélu. La première, c'est que Valérie Pécresse est résolument pour l'Europe. Et qu'aujourd'hui, on sait très bien que ce n'est pas Paris qui décide, mais c'est Bruxelles qui décide. Je veux une Europe puissante dans le monde, qui porte et qui protège la France. Si vous votez pour quelqu'un qui est résolument pour l'Europe, elle va nécessairement faire la politique recommandée par l'Europe. C'est ce que faisait Macron. Tout ce que vous détestez le plus de Macron, a priori, la réforme des retraites, qui n'a pas réussi à mettre en place, c'était voulu par Bruxelles. Le pass vaccinal, c'est une volonté de Bruxelles. Et d'ailleurs, Valérie Pécresse a déjà dit qu'elle était pour. Le pass vaccinal, moi j'ai dit que j'étais pour ce pass vaccinal, je suis pour. Le libre-échange, avec l'importation de produits de Chine, etc., les traités de libre-échange avec le Brésil et d'autres pays qui ont des pratiques plus que douteuses par rapport à l'environnement, c'est qui veut ça? C'est Bruxelles. Autre élément, elle est depuis des années présidente de la région Île-de-France. Pendant tout le quinquennat Macron, elle était donc au pouvoir en Île-de-France. Est-ce que vous avez entendu une seule fois Pécresse s'élever contre la politique de Macron? Pourquoi, en tant que gouvernante de la province France de l'Union européenne, croyez-vous qu'elle s'opposerait à la politique des commissaires européens? Vous savez bien qu'elle ne le fera pas. Vous en êtes certain. Enfin, pour aller contre le courant, il faut un minimum de conviction. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour le plaisir. On est déjà élu, on n'a pas envie de faire de vagues. Sauf si on croit vraiment à quelque chose. Valérie Pécresse, j'ai échangé avec elle, elle est capable, comme on dit en Italie, de transformisme, d'évolution extrêmement élastique. Mais selon vous, en quoi pourrait bien croire Valérie Pécresse, avec passion, avec son cœur? Elle a dit textuellement qu'elle allait ressortir le Karcher. En parlant de Karcher, elle fait référence à Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, qui était président du même parti, même s'il ne portait pas le même nom, c'est d'ailleurs sous Sarkozy que l'UMP est devenu LR, elle a été ministre de Sarkozy. Et Sarkozy, quand les gens se sont plaints de la situation dans les banlieues, etc., il a dit « on va vous karchériser tout ça ». Sauf qu'il ne l'a pas fait. Il a tenu ce genre de discours de droite pour récupérer une partie des électeurs du Front National de l'époque qui votaient donc justement pour ces raisons-là, pour le Front National. Et pour récupérer une partie de l'électorat, il a promis qu'il aurait une politique dure, de droite, sécuritaire, contre l'immigration, contre le problème des trafiquants dans les banlieues, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Or, Valérie Pécresse, non seulement elle trouve qu'une politique de droite, c'est pas bon au point qu'elle a quitté le parti, elle revient. Mais elle revient pourquoi? Parce que Valérie Pécresse a une priorité, c'est d'être présidente, pour elle. Vous savez, vous avez deux raisons de vouloir le pouvoir. C'est pour le pouvoir ou c'est pour faire quelque chose. Vous pouvez être passionné, comme moi je suis passionné par la conservation de la nature, et vous me dites, est-ce que ça m'intéresse d'être président
de quelque chose, mais ça ne m'intéresse pas d'être président pour être président. Mais si on me donne les moyens de protéger la nature, alors je vais les utiliser pour protéger la nature. Mais il y a des gens qui aiment le pouvoir pour le pouvoir, qui aiment être chef. Mais je serai chef de guerre. Aujourd'hui, il y a une chef. Et il y a une candidate. C'est moi. Donc, vous êtes les deux. Non, mais si on ne soutient pas Valérie Pécresse, ben, ça veut dire qu'on n'a pas sa place. Et Valérie Pécresse en fait clairement partie. Je dirais qu'elle a du mal de le cacher. Elle dit qu'elle ne veut pas suivre une ligne de droite du parti, mais elle revient dans le parti pour pouvoir être candidate à la présidence avec une ligne de droite. Ce qu'elle a fait comme politique en Île-de-France depuis qu'elle est au pouvoir n'a rien montré dans ce sens. Au contraire, elle est plutôt pour une France multiculturelle, ouverte à l'immigration. C'est son choix, c'est un choix politique. On ne va pas juger de son choix ici. J'essaie juste de vous montrer qu'elle n'a pas de conviction suffisamment forte pour aller à l'encontre de la direction qu'elle doit prendre pour être au pouvoir et pour se faire bien voir des gens qui la mettent au pouvoir. Que fera-t-elle nécessairement? La même politique que Macron. Donc pour quelle raison voteriez-vous pour Valérie Pécresse? Pour son programme, mais vous savez qu'elle ne va pas le respecter, comme Nicolas Sarkozy ne l'a pas respecté. Pour le programme que vous croyez qu'elle va mettre en place. Mais qu'est-ce que vous croyez qu'elle va mettre en place comme programme? Ben, le programme de Bruxelles. Si vous aimez tant ce que fait Emmanuel Macron, puisque c'est ce qu'elle va faire comme programme, ben, votez Emmanuel Macron. Regardez ce que disait Jacques Attali sur Macron. Donc c'est vrai que je suis très, très proche d'Emmanuel, c'est un garçon très brillant. J'ai eu le privilège dans ma vie d'être en situation de mettre le pied à l'étrier à pas mal de jeunes. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un présidentiable un jour. Et je suis convaincu qu'il sera un jour président de la République. En visionnaire, c'est Jacques Attali. Et qu'est-ce qu'il dit pour 2022? J'ai dit que j'avais repéré quelqu'un qui serait sans doute un jour président de la République et que c'était une femme. Ah. Certains disent que j'ai voulu dire en disant ça que j'annonçais l'élection de Madame Marion Maréchal, mais franchement, elle ne faisait pas partie de ma liste. Marion Maréchal ne se présente pas, puisqu'elle a dit qu'elle ne voulait pas être concurrente avec sa tante Marine Le Pen. Mais qu'est-ce qu'il y aurait bien comme femme qui pourrait être élue? Il n'y en a pas tant que ça. Anne Hidalgo, avec ses 3-4%, il y a peu de chance. Sandrine Rousseau, qui n'est plus candidate, il y a peu de chance. Marine Le Pen, si Jacques Attali et ses amis européistes avaient envie de Marine Le Pen, elle aurait pu être élue depuis longtemps. Or, ces gens-là qui sont des mondialistes, ils présentent constamment Marine Le Pen et son courant politique comme le diable incarné. Je doute qu'ils prévoient qu'elle devienne présidente. Que reste-t-il? Ben, il reste Valérie Pécresse. Donc, sans le dire, Jacques Attali annonce la victoire de Valérie Pécresse. Maintenant, regardons. Pour ces gens-là, on va dire les puissances européistes, qu'est-ce qu'ils ont intérêt? Ils pourraient évidemment renouveler la situation de 2017. Macron contre un candidat dit d'extrême droite qu'on va diaboliser. Et donc on fait gagner Macron. Facile. Sauf que tout le monde a compris que ça s'est passé comme ça en 2017 et que c'est dangereux de répéter la même stratégie parce que les gens pourraient ne plus marcher une deuxième fois. Mais s'ils pouvaient avoir Macron contre Pécresse, vu que les deux vont faire la même politique, ils sont gagnants dans 100% des cas. C'est un petit peu pile je gagne, face tu perds. Donc, si vous avez des convictions politiques, qu'il y a des choses à changer dans ce pays, qu'il ne faut pas continuer la ligne macroniste, européiste qui est en place depuis 5 ans, il ne faut ni voter Macron, ni Pécresse, ni l'un ni l'autre. Et c'est là que les sondages sont dangereux. Parce que les sondages, qu'ils soient bidouillés ou non, en gros, je simplifie, ils vous disent si vous voulez plus de Macron, la meilleure alternative, non pas la meilleure en tant que qualité, mais la meilleure probabilité de changer de Macron, c'est de voter pour Pécresse. Donc, il y a des gens qui vont voter pour Pécresse juste pour changer de Macron. Et ça peut la faire gagner. Donc, c'est un système de sondage qui, volontairement ou non, manipule le public, qui fait qu'ils vont voter pour un candidat qui est une fausse alternative. Donc si vous croyez encore un petit peu à la démocratie et vous croyez qu'on a encore un petit peu de marge de manœuvre, certains disent que les élections sont truquées, etc., comme elles l'ont été, on le sait, aux États-Unis. Je ne sais pas si ça a changé l'issue d'élections, mais on sait qu'il y a eu des faux votes en faveur de Biden. Personne ne nie ces faux votes, c'est tout à fait confirmé.
Et certains disent que c'est tellement peu significatif que ça n'a rien changé. Et d'autres disent qu'on leur a volé l'élection. C'est la majorité des Républicains pensent que l'élection a été volée. Si vous croyez qu'on a réellement une marge de manœuvre, il faudrait absolument que d'autres candidats, que Macron et Pécresse, reçoivent en raz-de-marée. Parce que s'il y a tricher sur quelques fractions de pourcents, ça paraît facile. Par contre, s'il y a la moitié de la France qui dit on a voté pour un tel ou un tel, et que c'est encore Macron qui passe, il y a un moment, ça va se voir, quoi. Donc, non seulement il faut que Macron se prenne une raclée, mais il faudrait que Pécresse aussi se prenne une raclée, et que ni l'un ni l'autre, si possible, ne soit au second tour. Parce que si vous les élisez au premier tour, c'est foutu. On est reparti pour 5 ans de la même politique, à tous les coups. Encore plus de privatisation, encore plus de pouvoir transféré de Paris à Bruxelles, ou à d'autres institutions internationales, des traités, l'OTAN, etc. Que restera-t-il comme marge de manœuvre au président qui serait élu en 2027 ? J'espère que tous les gens qui auront vu cette vidéo voteront avec conviction pour le candidat qui les passionne le plus et ne feront pas cette énorme erreur de ce qu'on appelle le vote utile et d'aller voter Pécresse sous prétexte que ce serait une alternative à Macron. Ceci est faux. Pécresse et Macron, c'est la même politique. Valérie Pécresse n'a qu'une ambition, être la première présidente de France. Elle rentrerait ainsi dans l'histoire, quelle que soit sa politique. Voilà, je vous dis à bientôt pour des vidéos plus détaillées sur des individus bien plus passionnants que cette Valérie Pécresse. Vaccinées. Les personnes qui ont été vaccinées, elles ont le droit aujourd'hui de vivre. C'est le principe même du vaccin. Donc ne seraient reconfinées que les personnes non vaccinées. À risque, les personnes qui risquent la mort aujourd'hui, qui risquent la mort aujourd'hui parce que aujourd'hui elles n'ont pas été vaccinées. Donc elle est dans la merde, bah oui, parce que bien évidemment, la quasi-totalité des Républicains qui sont dans l'opposition, Valérie, ils ont voté contre, voilà, donc Valou. Tu sais, Valérie Pécresse, elle fait partie de ces personnalités politiques où tu sais jamais si, traître à la patrie, débile profond, voilà, tu sais jamais où te situer. J'ai traversé le silence d'Oradour-sur-Glane, village martyr de ma Corrèze de cœur, celle des maquis vainqueurs. Oradour-sur-Glane en Corrèze. Heureusement que tu le mets sur le sticker que t'es gaulliste, hein, parce que je te jure que sinon ça se verrait pas des masses. Hein. Valou, arrête putain d'essayer de parler de ces trucs-là. C'est une catastrophe, tu n'y connais rien à l'histoire de France.